mesdames et messieurs, chers collègues, pourquoi les amphores, ces récipients grands et lourds qui, à première vue, invitent peu à s'y intéresser, sont-elles des indicateurs importants de processus et du fonctionnement de l'économie romaine? Au cours des 4-5 minutes suivantes, laissez-nous regarder l'importance des amphores, leur contribution à la connaissance de l'histoire quotidienne et de l'économie romaine. Quand je parle d'économie, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends l'économie dans sa définition la plus fondamentale. Elle décrit l'interaction de toutes les institutions et actions qui visent à satisfaire les besoins humains. Les activités économiques peuvent être observées à différents niveaux, celui de l'État, celui des entreprises et celui des ménages privés. Ce sont des cercles différents qui fonctionnent en eux-mêmes et qui interagissent entre eux de différentes manières. Toutes ces activités peuvent être classées dans 3 domaines centraux qui définissent les piliers de l'économie. Il s'agit premièrement du domaine de la production des biens, deuxièmement de leur transport et troisièmement de leur utilisation et consommation. En ce qui concerne l'Empire romain, il n'existe guère d'autres témoignages archéologiques qui fournissent des exemples plus pertinents pour ces 3 piliers de l'économie et qui relient plus clairement les différents niveaux de l'action de l'État aux actions des individus que les amphores. Regardons d'abord quelques exemples qui montrent à quel point les amphores sont fondamentalement ancrés dans les 3 piliers de l'activité économique. Que découvre-t-on donc typiquement alors lorsque l'on pense aux amphores dans les contextes de la production, du transport et de la consommation? Un des exemples les plus impressionnants dans le domaine de la production provient de la vallée du Guadalquivir entre Cordoue et Séville. C'est ici que s'est établie au début de notre ère une industrie de l'emballage hautement spécialisée et presque moderne. Sur les quelques 140 km le long du fleuve, nous connaissons aujourd'hui plus de 100 poteries qui produisaient des amphores d'une seule forme et d'une seule utilisation. Les récipients de la forme Dresselbain, dont je parlerai plus tard, y ont été produits en série pendant au moins 400 ans. Contrairement à aujourd'hui, la production de ces récipients qui servaient à transporter l'huile d'olive n'a pas eu lieu quelque part dans le monde connu de l'époque, là où la production était la moins chère. Elle a plutôt eu lieu là où les olives étaient cultivées et transformées en huile à grande échelle. Les indications sur les poteries d'amphores nous donnent donc une double impression concernant les productions économiques. D'une part, elles concernent la production de ces récipients eux-mêmes. D'autre part, elles sont indissociables de la culture et de la transformation des produits pour le transport desquels les amphores étaient conçus. La région du sud de la France offre un deuxième exemplaire de dimensions similaires. Ici aussi, on observe une culture de produits spécialisés et une industrie de l'emballage adaptée pendant des siècles. À l'époque romaine, on cultivait la vigne à grande échelle dans le sud de la Gaule. Le vin était transvasé et négocié dans ces récipients tout à fait typiques que vous voyez, la forme correspondante très répandue, Péliché 47 ou Gauloise 4 à gauche de l'image. Lors des fouilles de la poterie de Salelles d'Aude, les chercheurs se sont penchés sur d'autres indicateurs économiques, à savoir les conséquences de l'activité de la poterie sur le paysage environnant.
Comment la végétation y a-t-elle été modifiée par le besoin de bois de chauffage pour le fonctionnement de la poterie? Combien de bois faut-il calculer et qu'est-ce que cela signifie pour la forêt de la région? Et comment faut-il s'imaginer que le paysage a changé après plusieurs siècles d'activité intense de la poterie? Troisième exemple, provenant du domaine de la production, nous ramène à la péninsule ibérique. Le long de la côte sud, un grand nombre d'entreprises de production de poissons ont été découvertes jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez des exemples de grands bassins où l'on produisait des sauces de poissons comme le fameux garum. Ces produits utilisés pour les condiments étaient également transvasés et négociés dans des récipients très typiques, comme vous le verrons plus tard. Si nous savons où les amphores étaient fabriqués, combien de temps durait leur production et si nous pouvons calculer leur volume, nous gagnons une bonne idée de la production de ces récipients de transport en céramique. En outre, et c'est encore plus important du point de vue de l'histoire économique, nous apprenons ainsi quels produits ont pu être cultivés et transformés en denrées alimentaires dans une région et en quelle quantité. Nous pourrions maintenant examiner l'ensemble de l'espace méditerranéen à la lumière de la question des productions d'amphores et nous verrions que celle-ci s'aligne comme un collier de perles de l'Espagne à l'Asie mineure et du sud de la Gaule à l'Afrique du Nord, en particulier le long des côtes, des grandes cours d'eau et de leurs arrière-pays respectifs. Le transport par bateau était la fonction première des amphores. Elle était produite pour transporter des denrées alimentaires spécifiques dont nous allons parler sur des distances plus longues, précisément depuis les régions autour de la Méditerranée vers des consommateurs dans d'autres régions de l'Empire romain. Leur forme, avec un pied généralement long et pointu, était adaptée à l'empilement dans les navires capables de naviguer en haute mer, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite dans la reconstruction. Les découvertes de navires qui ont lentement coulé au fond de la mer, comme la fameuse épave de la Montagne de Gien, ou la partie supérieure d'un monument funéraire d'un marchand de vin de la ville romaine de Neumagen montrent que les récipients étaient empilés en plusieurs couches, solidement calés et souvent enveloppés de manière à ne pas se briser. Dans la plupart des cas, les amphores constituent la principale ou la seule cargaison des plus de 1000 épaves connues en Méditerranée qui datent de l'époque romaine. Les épaves témoignent des routes de transport et donnent des indications sur les régions où les produits ont été acheminés. L'accumulation des épaves nous renseigne également sur les dangers de la mer, qu'il s'agisse des pirates qui rendaient le trafic maritime incertain jusqu'au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou plus particulièrement de la mer agitée ou de problèmes spécifiques à certains points de repère topographiques. Mais les épaves ne sont pas les seules indications sur le lien étroit entre les amphores et la navigation. Nous connaissons également une série de représentations figuratives qui montrent clairement que les amphores sont étroitement liés au transport maritime. De telles représentations se trouvent sur des mosaïques, par exemple dans une grande villa dans l'arrière-pays de Mayence ou à Ostie, que vous connaissez bien, où le transportement d'amphores d'un navire à un autre est représenté. Les reliefs représentent également des amphores transportés par bateau, et c'est à nouveau de Ostie, port important pour Rome en tant que centre de l'Empire romain, que nous connaissons des représentations comme celle en bas à droite de l'image.
Elle montre le débarquement d'un bateau dont un homme porte une amphore. La marchandise débarquée est enregistrée et attestée directement sur le quai. En étant débarqués du navire, les amphores se rapprochent de leur destination et des consommateurs de leur contenu. Mais que trouve-t-on sur les lieux où les marchandises transportées dans les amphores ont été utilisées et consommées? Habituellement, ce sont des traces négatives, des traces de trous dans les caves des maisons romaines, aussi bien dans des contextes civils ou militaires. La reconstitution du Magdalensberg en Aurique, à droite, montre comment se représenter ces trous encore visibles 2000 ans plus tard du fait de leur complément par une autre sorte de sol. Dans les caves, on creusait des trous dans le sol, généralement le long des murs, et on y plaçait les amphores. Les trous servaient donc à la stabilité des récipients qui, avec leurs pieds pointus, ne pouvaient pas tenir debout tout seuls, mais aussi à la réfrigération des produits dans les amphores. Il est exceptionnel que l'archéologie découvre à grande échelle dans des sites romains des amphores complets, des amphores complètes qui fassent encore partie du contexte de leur utilisation primaire. Les observations faites sur les sites autour du Vésuve constituent une véritable exception. Ici, la catastrophe, l'éruption du Vésuve, a permis de conserver un moment de la vie de ces lieux. Les fouilles fournissent donc, presque comme une photographie, un instant de la vie de ces lieux. Avec Pompéi, nous obtenons une idée de la manière dont on utilisait les amphores dans une agglomération romaine, dans quelle mesure les récipients arrivaient jusqu'aux maisons des particuliers. Mais de telles découvertes ne sont pas la règle si l'on regarde d'autres sites. En fait, nous ne voyons plus jamais d'amphores dans leur utilisation primaire comme récipients pour la distribution de denrées alimentaires. Dans les agglomérations romaines, elles sont toujours utilisées à d'autres fins. Les amphores vidés étaient par exemple utilisés dans la construction de voûtes, comme le montrent les exemples de la tombe de Hélène ou du cirque de Maxence à Rome. Dans les villes, ici à droite les exemples de Augst et de Bâle, les amphores placés en public servaient d'urinoir pour recueillir l'urine destinée aux tanneries. Notamment en France, notamment en Afrique du Nord, on utilisait les amphores préparés pour enterrer les enfants. Et à Ostie, les parties supérieures des amphores assuraient la relation avec le monde des morts et servaient des tubes dans lesquels étaient versées les libations. À grande échelle, on trouve des amphores complètes dans les vallées du Rhône et du Pô, mais aussi à des endroits spécifiques dans les provinces au nord. Ici, les amphores vidées étaient certes jetées, mais elles avaient aussi une fonction de planification des constructions. Afin de traîner et de niveler le terrain, les amphores de même forme étaient placées les unes à côté des autres, créant ainsi un sous-sol constructible. Sur la photo de gauche, vous voyez une telle découverte à Pula. L'exemple le plus connu pour le rejet d'amphores devenus vides est le Montestaccio à Rome. Il s'est développé sur plusieurs centaines d'années pour atteindre une hauteur de plus de 30 mètres, encore conservée aujourd'hui. On y jetait de manière ciblée les amphores d'une certaine forme, d'une certaine provenance et d'un certain contenu, à savoir les récipients du sud de l'Espagne dans lesquels l'huile d'olive était transportée à Rome. Les amphores ont été déposés ici. L'huile a manifestement été transvasée dans des récipients plus petits et éventuels stockés dans les entrepôts avoisinants. L'emballage de transport a été jeté sur place.
ce qui a donné naissance à la montagne des Tessons. Jetons un coup d'œil sur le début de la recherche relative aux amphores. Les amphores font l'objet d'un intérêt croissant au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Au début, ce sont surtout les observations sur les timbres et les inscriptions peintes sur les amphores qui ont intéressé Heinrich Dressel dans le cadre de ses travaux sur le classement des inscriptions sur les objets quotidiens de Rome dans le cadre du Corpus Inscriptionum Latinarum. À Rome, Dressel s'est principalement occupé de deux sites. Le premier était le Monte Stagio que nous venons de voir, composé de 98% d'amphores d'huile du sud de l'Espagne, qui ont été particulièrement souvent estampillés au cours de leur fabrication. La seconde était celle des fossés de fortification républicaine qui ont été remplis pour la construction de la Castra Praetoria au milieu du 1er siècle. Pour ce faire, on a utilisé à grande échelle des amphores vidées de leur contenu sur lesquels de nombreuses inscriptions ont été conservées. L'intérêt premier de Dressel et par la suite de l'ensemble des chercheurs qui se sont intéressés aux amphores romaines a donc porté sur leurs caractéristiques épigraphiques. Grâce à l'étude systématique des inscriptions, Heinrich Dressel a réussi à rassembler beaucoup plus d'informations sur les amphores. Il a ainsi établi un tableau de type qui est toujours valable aujourd'hui. Il ne sait pas compter de différencier les amphores selon leur forme, mais a également pu les associer en grande partie à des contenus et des provenances spécifiques. Mais d'où venait cette connaissance? Quels sont les indices concernant le contenu des amphores? Une première source est constituée par les restes des contenus qui se trouvaient autrefois dans les amphores. Dans un certain nombre d'amphores, principalement dans les pieds des récipients, on trouve des restes noirs, résineux, qui, lorsqu'ils sont traités mécaniquement, coupés ou brûlés, présentent une odeur correspondante. La mise de résine dans des amphores, surtout dans des amphores à vin, afin de donner au vin un goût approprié, est décrite à plusieurs reprises dans la littérature antique. Pour une autre forme de récipient, les dolias, nous avons également une représentation figurative dans une mosaïque de Saint-Romain en Galles que vous voyez sur l'image. La résine y est chauffée aux feuilles et ensuite répartie dans les dolias avec une sorte de balai. Une autre chose que l'on peut trouver dans les amphores si les conditions sont favorables, ce sont les arêtes de poisson. Je présente ici le cas de deux amphores de Mayence que j'ai trouvées dans le cadre de ma thèse de doctorat. L'une des amphores contenait, c'est la photo à gauche, contenait uniquement les parties de tête des poissons et l'autre des parties de poissons entières, c'est-à-dire également un grand nombre de vertèbres. Les deux observations peuvent parfaitement être mises en relation avec la tradition littéraire concernant la préparation des sauces de poisson. On utilisait soit des poissons entiers, soit surtout des têtes et des viscères. On les faisait bouillir ou on les laissait fermenter au soleil. Les restes contenus qui peuvent être interprétés sont relativement rares dans les amphores et sont uniquement conservés dans de bonnes conditions. Bien plus souvent, des inscriptions peintes sont conservées sur les amphores qui donnent des informations sur leur contenu. Nous trouvons par exemple les olives noires à gauche, Oliva nigra dans les Tituli Picti,
sur des récipients du sud de l'Espagne ou des olives vertes, aux moitié de l'image, qualifiées sur les amphores en général de Oliva alba ou, et seulement dans quelques exemplaires de Cologne, de Oliva viridis, sur des récipients du sud de la Gaule. Les amphores de la forme à droite de l'image que vous avez déjà vue au début de la conférence proviennent également du sud de la Gaule. Elle était utilisée pour le transport du vin. La plus connue était l'amineum, toujours écrite de manière calligraphique, comme vous le voyez ici, et amineum dans l'abréviation de AM. Vous connaissez tout le garum en tant que condiment typique fabriqué à partir de poissons. Il arrivait en grande quantité d'Espagne dans des récipients comme celui qui figure au centre de la diapositive. Mon travail sur les inscriptions peintes sur les amphores de Cologne a permis de mettre au jour pour la première fois des récipients contenant du garum pompeianum, c'est-à-dire du garum provenant des villes du Vésuve. Il convient de noter que ces récipients, le récipient à droite, ne viennent pas d'Italie, mais c'est une production près de Lyon. Nous en parlerons dans un... Mais avant cela, je mentionne ici à gauche de l'image un fragment d'une amphore de taille petite portant l'inscription peinte Kotana. Les sources littéraires décrivent les Kotana comme de petites figues de Syrie et Martial décrit dans une de ses épigrammes également les récipients dans lesquels les fruits étaient transportés, des récipients coniques et cannelés. Et cette description correspond parfaitement à notre forme de l'amphore. Mais il y a aussi une grande exception. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des amphores rondes fabriquées dans le sud de l'Espagne pour le transport de l'huile d'olive. Leurs inscriptions peintes contiennent des informations très différentes et à première vue inattendues. Nous apprenons le poids net de l'huile remplie et le poids total, c'est-à-dire une amphore remplie d'huile pesait environ 100 kg. Entre les deux lignes, on lit le nom de la personne responsable du transport. Et à droite, sous l'anse de l'amphore, une note de contrôle détaillée indique encore une fois le poids total, le lieu de remplissage, la personne qui l'a contrôlé et le moment où ce contrôle a été effectué. Et en règle générale, les deux consuls de l'année en question sont mentionnés, ce qui donne à ces inscriptions peintes des indices chronologiquement importants pour les contextes dans lesquels elles ont été trouvées. Ce que l'on ne trouve pas sur ces amphores, c'est la désignation de leur contenu. Il devait être si clair et si indissociable de la forme des amphores que cela n'était pas nécessaire. Le contenu et la forme des amphores forment donc une unité, comme c'est souvent le cas aujourd'hui pour les bouteilles. Même sans étiquette, nous pourrions reconnaître le contenu des bouteilles, par exemple au supermarché. Cependant, la production d'amphores dans la moyenne vallée du Rhône, près de Lyon, ne se présente pas de manière aussi homogène. C'est là que les amphores que vous voyez sur l'image ont été fabriquées au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Elles avaient de contenus différents et pas des contenus qui auraient été produits et préparés dans la région, c'est-à-dire dans la vallée du Rhône, mais des contenus qui n'étaient mis en amphore qu'à Lyon. Outre l'observation courante selon laquelle la région méditerranéenne, les produits et les emballages correspondants étaient fabriqués ensemble, nous avons vu des exemples au début. Il existait également un phénomène où les marchandises étaient d'abord
transportés dans des récipients encore plus grands, des olias fixés sur des navires de haute mer, et n'étaient remplis dans des amphores que lorsque les navires ne pouvaient pas poursuivre leur route et devaient être débarqués. C'était le cas à Lyon, c'est-à-dire que Lyon était le lieu de transportement de différentes marchandises qui étaient ensuite remplies dans des récipients fabriqués localement. Nous trouvons ici, par exemple, des sauces de poisson de différents types, garum et mouria, en provenance d'Espagne, mais aussi une sauce de la région du Vésuve, que nous avons déjà montré, ainsi que du defrutum, du mou de vin, puis qui était également acheminé d'Espagne vers le nord. Poussons un peu plus loin le panorama vers la fin, presque la fin de cette conférence. Les olives, vous vous en souvenez, sont bien attestées par des inscriptions peintes sur des amphores espagnoles et du sud de la Gaule. Mais nous connaissons aussi des olives par une série de petits récipients, ici des pots trouvés à Mayence d'une même fabrication. Nous avons donc des indices sur la manière dont les produits provenant de l'espace méditerranéen étaient acheminés jusqu'aux consommateurs. Il est possible que chaque habitant ancien ne ramenait pas, lui, une amphore entière contenant peut-être 20 litres d'olives. C'était tout simple trop. Il semble plutôt que les olives étaient vendues dans des récipients plus petits, mieux adaptés à la vie quotidienne et aux habitudes alimentaires de l'Antiquité. Outre les olives, nous connaissons des pots portant des inscriptions indiquant du miel et des raisins secs. Par ailleurs, on connaît à Cologne des pots portant des inscriptions dessinant des colorants. Dans un cas, à gauche, il s'agit de verre de cris dont l'origine n'a pu être déterminée plus précisément. Et dans l'autre, il s'agit de pourpre qui, grâce à la mention CAN à la fin de la deuxième ligne, peut être identifié comme un produit de Canusium, l'actuel Canusa, dans le sud de l'Italie. Les découvertes céramiques et les inscriptions sur ces récipients permettent donc de saisir non seulement des aliments méditerranéens, mais aussi toute une série d'autres produits qui, au sens large, appartiennent au domaine des couleurs et pouvaient être utilisés comme cosmétiques ou dans l'artisanat. Enfin, une autre diapositive doit attirer notre attention sur les consommateurs des produits transportés dans les amphores. Habituellement, ces personnes restent anonymes pour nous. Grâce aux découvertes archéologiques, nous pouvons seulement constater que les habitants des grandes villes consommaient du vin, de l'huile, des sauces de poisson ou des fruits méditerranéens, tout comme les habitants des villages ruraux, des villas ou des soldats dans leurs camps militaires. Ce n'est que dans des cas rares, mais alors presque spectaculaires, que nous savons exactement à qui une amphore a été fournie. À Mayence, capitale du district militaire et plus tard de la province de Germanie supérieure, j'ai trouvé, à gauche, une amphore sur laquelle le destinataire était noté en dessous du formulaire de livraison de Garum. Il s'agit du gouverneur de la province, Publius Pomponius Secundus. On trouve un cas similaire à Augsbourg, capitale de la province de Rhétie, en image à droite. Sur une amphore du sud de l'Espagne, le gouverneur de la province, Gaius Saturius Secundus, a également été noté comme destinataire. Nous connaissons une autre douzaine de cas comparables dans lesquels les militaires de haut rang, voire des unités militaires entières, sont mentionnés comme destinataires des amphores.
Donc, les inscriptions sur les amphores ne donnent pas seulement des informations parfois très détaillées sur leur contenu, de quel produit il s'agit, de quelle qualité il était, d'où il venait. Elles permettent également de donner vie aux informations économiques au regard des personnes impliquées. Nous connaissons, grâce aux inscriptions peintes, une grande quantité de noms qui étaient ceux des transporteurs de marchandises. Nous voyons qu'il y avait des personnes spécialisées par région et par marchandises et d'autres qui agissaient pendant des générations dans une famille. Mais nous pouvons aussi parfois suivre les produits jusqu'à leurs consommateurs, qui étaient alors en règle générale des décideurs importants pour l'histoire d'une région, comme vous le voyez dans cette image. Les amphores, à première vue peu attrayantes, ont donc beaucoup à raconter après plus de 2000 ans. Et je voudrais reprendre cette dernière idée, l'idée que les amphores racontent quelque chose, pour vous donner à la fin de cette conférence un très bref aperçu de nos archives. Les archives du Corpus Inscriptionum Latinarum du CL à l'Académie des sciences de Berlin-Brandenburg. Nous y avons aussi la documentation réalisée par Heinrich Dressel pour son édition des timbres et des tituli picti sur les amphores trouvés à Rome dans le volume CL15, publié en 1899. J'en ai déjà parlé lundi au séminaire d'épigraphie et je voudrais montrer à nouveau quelques-unes des images. D'une part, elles donnent un aperçu de ce que j'aime appeler le cœur du CL, qui n'est guère connu jusqu'à présent. Et d'autre part, elles montrent comment Dressel, qui n'avait pas des prédécesseurs dans l'étude des amphores romaines, a travaillé, comme il a obtenu des résultats et comment la publication du CL a finalement été réalisée. Enfin, les documents d'archives sont importants parce qu'ils contiennent des informations qui n'ont pas été publiées à la fin du XIXe siècle et qui sont restées inconnues jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les travaux de Heinrich Dressel sur les tituli picti des amphores de Rome, nous disposons à Berlin de différents types de documents d'archives. Ils décrivent l'ensemble du processus depuis la saisie des inscriptions peintes par Dressel sur les chantiers à Rome jusqu'à l'impression du volume du CL15 à Berlin 25 ans plus tard. Dans un rapide aperçu, je vais vous montrer ce que nous avons à Berlin. Dressel a dessiné presque tous les tituli picti qu'il a édités. Il décrit dans la préface de son édition la manière dont il a travaillé. Le papier n'était pas adapté au dessin. Il n'était pas transparent et il ne s'adaptait pas suffisamment à la surface des amphores. Au lieu de papier, Dressel a utilisé un nouveau produit conçu pour une toute autre utilisation. Il utilisait des feuilles de gélatine dont des avantages étaient qu'elles étaient transparentes et flexibles et qu'il pouvait graver les contours des inscriptions peintes dans ces feuilles. Nous avons plus de 700 dessins de ce type dans nos archives, dont une grande partie n'a pas été imprimée dans le CIL. La forme sous laquelle Dressel a documenté les inscriptions peintes sur les amphores de Rome a évolué avec le temps de son travail et avec les fouilles à Rome. La documentation que Dressel a réalisée pour les tituli picti sur les amphores provenant des fossés républicains près des Castra Praetoria est particulièrement précieuse. Pour conserver ces dessins effectués sur les feuilles de gélatine, il utilisait des enveloppes qu'il avait pliées en papier. Celles-ci offraient de la place pour de nombreuses notes et d'autres dessins.
On n'a pas seulement noté le numéro sous lequel l'inscription a été éditée finalement dans le CIL, ou sous lequel Dressel a publié pour la première fois dans le Bulletino de la Commissione Archeologica Comunale di Rome. Dressel a plutôt noté dans ses enveloppes des observations relatives à la forme, à la forme de l'inscription, à sa couleur et à sa position et à l'amphore elle-même. Souvent, on trouve un dessin de l'amphore dans le champ entouré par les trois côtés pilés. Ces dessins sont d'une telle qualité qu'il est possible de déterminer sans problème le type d'amphore sur lequel il a travaillé. Les croquis sont en outre la seule source d'information sur la conservation de ces récipients. Dans ce contexte, Dressel a documenté aussi autres caractéristiques épigraphiques des conteneurs. Seules ces enveloppes présentent des dessins individuels lorsqu'un timbre ou un graffito était généralement publié dans le CL sous la forme de caractères d'imprimerie. Pour chaque inscription publiée au CIL, et cela vaut de manière générale et pas seulement en ce qui concerne les tituli picti des amphores, une propre feuille a été créée. Dans les archives du CIL, ces feuilles remplissent plus de 650 boîtes. Vous les avez vues sur une de ces images. Dans l'idéal, les notes de ces feuilles correspondent à l'édition finale publiée dans le CIL. Mais dans la réalité, de nombreuses corrections sont à noter. Des coupures dans les commentaires, des changements dans la mise en page des inscriptions, une multitude de modifications dans la numération des inscriptions. Ces modifications, en ce qui concerne les numéros des inscriptions, deviennent évidentes lorsque les feuilles contiennent plus d'un numéro dans le coin supérieur droit. Ces feuilles ont été données au typographe. Celui-ci devait donc lire l'écriture, s'y retrouver dans les corrections, comprendre la matière, lire le latin, et il n'était pas rare qu'il corrige lui-même les erreurs formelles. Ces feuilles contiennent donc le texte à partir duquel l'édition d'une amphore a été composée dans le CIL. Pour l'impression des dessins, on utilisait à l'époque des clichés. Au moyen d'une photographie, on transférait ce que Dressel a dessiné sur les feuilles de gélatine sur une plaque de 5, puis on préparait les parties à imprimer par un procédé chimique. Les plaques étaient ensuite clouées sur des bois standardisés qui pouvaient être intégrés dans le bloc pour l'impression d'une page. Nos archives conservent plus de 700 clichés de ce type pour l'impression des inscriptions peintes sur les amphores romaines. En outre, nous disposons des premières épreuves de ces clichés collés sur des foies que vous avez déjà vus. Nous voyons que Dressel, avant l'édition du volume du CL15, a comparé avec minutie les clichés avec ses dessins sur feuilles de gélatine et qu'il a apporté de nombreuses corrections correspondantes concernant les clichés. Une grande partie des clichés a ainsi dû être réalisée une deuxième ou peut-être une troisième fois. Pour finir, nous avons saisi la documentation des travaux de Heinrich Dressel sur les amphores de Rome dans le cadre d'un projet de numérisation l'année dernière et la rendant maintenant accessible en ligne via la plateforme Museum Digital. C'est l'une plateforme et l'autre, c'est la Deutsche Digitale Bibliothek. À l'aide de ces documents d'archives, j'ai décrit dans un petit livre manuscrit qui paraîtra
j'espère, à la fin de l'année, de cette année, comment fonctionnait l'épigraphie au XIXe siècle, comment un champ de recherche comme celui des amphores était alimenté en contenu, et c'est-à-dire comment le savoir au XIXe siècle était créé. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.